Bonjour et bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un arrondissement d'Osaka, un peu secret peut-être, Higoshinari. Oui, bonjour. Secret, ou disons moins connu des circuits habituels. Il est petit en surface, c'est vrai, mais son histoire est incroyablement dense. C'est ça. Et pour creuser cette histoire, on s'appuie sur quoi exactement? Alors on a consulté des documents officiels de la mairie d'Osaka, des archives, mais aussi des chroniques locales, des récits du quartier en fait. D'accord. L'objectif, c'est donc de révéler un peu ce qui se cache derrière ce nom, Higoshinari, au-delà des clichés, j'imagine. Exactement. Montrer comment ce quartier, peut-être un peu en retrait aujourd'hui, a joué un rôle clé à différentes époques dans le développement de la grande ville d'Osaka. Parfait. Alors, allons-y. Pour bien commencer, il faut sans doute parler de la géographie, non? C'est souvent la base. Tout à fait. Higashinari a une position intéressante. Il est à cheval sur deux zones, le plateau du Uemachi, qui est un peu l'épine dorsale historique d'Osaka. Oui, le point haut originel. C'est ça. Et aussi sur la plaine de Kawachi. Et ça, c'est important, c'était une ancienne zone de delta, très marécageuse autrefois, pleine d'eau. Ah oui, donc l'eau est un élément fondamental dès les départs. Fondamentale. Et on en a des preuves très anciennes. Figurez-vous qu'on a retrouvé, près de la gare actuelle d'Imazato, une pirogue. Une pirogue. Oui, une pirogue monoxyle, creusée dans un seul tronc. Et elle date de la période Jomon, c'est-à-dire la préhistoire japonaise il y a peut-être 6000 ans. Incroyable. 6000 ans. Ça montre une présence humaine très, très ancienne et déjà liée aux voies d'eau, en fait. Exactement. Cette liaison à l'eau, aux rivières, aux canaux, c'est une constante qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de Higashinari. Un vrai fil conducteur. Fascinant. Et le nom, alors, Higashinari, ça sonne assez descriptif. Oui, ça l'est. Le nom date de 713. On est en pleine période Nara. Le Japon avait sa capitale non loin, à Naniwakyo, qui est l'ancêtre d'Osaka. D'accord. À ce moment-là, le grand district administratif de Naniwa a été divisé. Et Higashinari, ça voulait dire littéralement la partie est, Higashi, qui se forme, qui se développe, Nari. Ah, qui se développe. Donc, déjà à l'époque, cette zone est avait une certaine dynamique, une importance reconnue par rapport au centre. Bon, faisons un saut dans le temps. Arrivons à l'époque Edo, celle des samouraïs, des shoguns, avant l'ouverture forcée du Japon. Quel rôle pour Higashinari à ce moment-là? Alors là, son rôle devient très stratégique, mais d'une autre manière. C'est lié au château d'Osaka. Ah oui, l'imposant château. Exactement. Higashinari contrôlait l'une des portes principales à l'est du château, la porte Tamatsukuri-guchi, Tamatsukuro. Tamatsuguri-guchi. Ok, et ça veut dire quoi? Contrôler, c'était fortifié? C'était surtout un point de passage obligé, très important. Une des entrées majeures de la ville fortifiée autour du château, quand on venait de l'Est, des régions comme Nara ou Ise. Donc beaucoup de passages, de marchandises, de voyageurs. C'était un endroit très animé. J'imagine bien l'effervescence. Et est-ce qu'il y avait déjà des activités économiques spécifiques qui se développaient dans le coin à cette époque? On trouve souvent des spécialisations près des portes des villes. Absolument. Et Higashinari avait la sienne. Et pas n'importe laquelle. Le brassage de la sauce soja. La sauce soja? Intéressant. On pense pas forcément à Osaka pour ça au premier abord. C'était où exactement? C'était surtout dans la zone de Fukae, qui fait partie de Higashinari. Apparemment, la qualité de l'eau souterraine y était exceptionnelle. C'est souvent clé pour le brassage, que ce soit saké ou sauce soja. L'eau, encore elle. Et ils avaient une technique particulière? Oui, ils utilisaient d'immenses fûts en bois, en cèdre de Yoshino, un bois réputé. Et quand je dis immense, certains documents parlent de fûts de près de 4 mètres de haut. 4 mètres. Mais c'est énorme. On imagine à peine la taille de ces cuves. Ça devait être impressionnant. Ah oui, ça devait être quelque chose à voir. Une vraie industrie déjà bien établie. Et est-ce qu'on peut encore voir quelque chose de cette époque? Un bâtiment? Des vestiges? Ce serait une pépite pour quelqu'un qui s'intéresse à cette histoire locale, non? Eh bien oui, c'est ça qui est formidable. L'ancien site de brassage Kachuho, Kyu Kakucho Shoyu Jozo Sho, existe toujours. Il n'est plus en activité comme avant, mais il est classé bien culturel tangible par la ville d'Osaka. Ah, super. Et on peut le visiter? Voir ces fameux fûts? Oui, c'est possible, souvent lors d'événements spéciaux ou sur demande, je crois. On peut y voir les bâtiments anciens, les outils et justement ces grands fûts. C'est vraiment un voyage dans le temps, hein, un aperçu rare de ce passé industriel artisanal un peu caché. Voilà un bon plan pour une visiteur des sentiers battus à Osaka. Notez. Bon,
Avançons encore. Fin de l'époque Edo, restauration Meiji. Le Japon se modernise à toute vitesse. Comment Higashinari vit cette transition centrale? Ça va être une période de transformation profonde. D'abord, il y a l'arrivée du chemin de fer, c'est crucial. La compagnie Osaka Tetsudo dessert la gare de Shigino, dans le nord de ce qui deviendra Higashinari, dès 1895. Donc désenclavement, connexion plus facile à la ville-centre et au reste du pays. Exactement. Ça facilite les déplacements des personnes, mais aussi des marchandises, et ça va booster l'industrialisation. D'autant plus qu'il y a un voisin très important qui s'installe, l'arsenal d'Osaka. Ah oui, l'immense complexe militaro-industriel. Sa proximité a dû avoir un impact énorme. Énorme. Sur l'emploi, sur l'urbanisation, sur la vie sociale, ça a beaucoup façonné le quartier pendant des décennies. Mais cette période, début Showa, surtout, c'est aussi le moment d'histoires humaines assez incroyables. Ah, je sens venir quelque chose de croustillant. Vous pensez à cette fameuse histoire de pont Shinfikae? Le pont fantôme. C'est exactement ça. L'anecdote du pont Shinfukae, Shinekae. Ça se passe au tout début de l'ère Showa, donc vers la fin des années 1920, début 1930. Racontez-nous ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pont? Alors, il y avait une rivière, la Nagaorigawa, qui a été comblée depuis. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une grande avenue, Imazato-Suji. Et sur cette rivière, il y avait un vieux pont en bois qui était devenu franchement dangereux. Vétuste, plus aux normes. Et les autorités ne faisaient rien. Apparemment, les demandes de réparation ou de reconstruction traînaient. L'administration peut être débordée ou lente. En tout cas, ça n'avançait pas. Classique, diront certains. Et donc, Et donc, la légende locale très tenace raconte que les habitants en ont eu marre. Des artisans du quartier, des menuisiers, des charpentiers, des forgerons peut-être, se seraient organisés. en secret. Voilà. L'histoire dit qu'en une nuit, ou peut-être plusieurs nuits discrètes, ils auraient construit eux-mêmes un nouveau pont en bois, juste à côté de l'ancien. Solide, fonctionnel. Non, Ils ont fait ça, carrément construit un pont. c'est ce que raconte la tradition orale et certains écrits locaux. Ils auraient mis les autorités devant le fait accompli. Un matin, hop, un nouveau pont. C'est incroyable. J'imagine la tête des fonctionnaires. Quelle a été leur réaction? Ils ont dû être furieux, non? Et bien surpris, c'est sûr, peut-être un peu vexé. Mais que faire? Le pont était là, il était utile, les gens étaient contents. Difficile de revenir en arrière. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors les autorités ont fini par entériner la chose. C'est le terme japonais tsuinin, reconnaître après coup. Elles ont officiellement accepté le pont, avant bien sûr de le reconstruire plus tard avec des matériaux durables, en béton. Quelle histoire! C'est un symbole magnifique de cet esprit très osakin, non? Cette mentalité de dire, bon, si personne ne le fait, on va le faire nous-mêmes. Exactement. C'est ce qu'on appelle parfois le jibuntachi des Yarosaishin, l'esprit du faisons-le nous-mêmes, une sorte de pragmatisme, de débrouillardise collective face à l'inertie. Et ce qui est fou, c'est que même si la rivière n'existe plus, le nom Shinfukae Bridge est resté, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le nom d'un grand carrefour et d'un arrêt de bus important. Le pont physique a disparu avec la rivière, mais le nom, lui, est resté ancré dans la topographie locale. Une cicatrice, ou plutôt une médaille, de cette histoire d'initiative citoyenne. Une belle trace mémorielle. Pour terminer notre tour d'horizon, parlons un peu des frontières administratives de l'arrondissement, parce qu'il semble qu'elles aient pas mal changé au fil du temps. Oui, c'est important pour comprendre sa taille actuelle. L'arrondissement de Higashinari, tel qu'on le connaît, a été officiellement créé en 1925, durant l'ère Taisho. C'était le résultat de la fusion de plusieurs villages de la périphérie est d'Osaka, qui étaient absorbés par la ville grandissante. Mais il était plus grand à l'époque, hein? Beaucoup plus grand. Ce premier Higashinari englobait une vaste zone à l'est d'Osaka. Mais ensuite, il y a eu des scissions. D'abord en 1932, puis une autre très importante en 1943. Et qu'est-ce qui a été créé lors de ces scissions? Eh bien, ces divisions ont donné naissance à d'autres arrondissements qu'on connaît aujourd'hui. Asaiku, Jotoku, une partie d'Ikunoku aussi. En gros, Higashinari a été découpé pour former ses voisins actuels. D'accord. Et ça, qu'est-ce que ça implique pour Higashinari aujourd'hui? Ça implique qu'il s'est retrouvé réduit à sa portion la plus centrale, historiquement parlant peut-être, et surtout, ça en a fait le deuxième plus petit arrondissement d'Osaka en superficie. Ah, c'est pour ça qu'on disait petit en taille au début. Voilà, cette réduction a sans doute contribué à forger son identité actuelle, plus concentrée, peut-être plus distincte de ses grands voisins qui sont issus de ces mêmes territoires à l'origine. C'est devenu un cœur historique entouré de ses enfants, en quelque sorte. C'est une bonne image.
Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, Higashinari, c'est donc un quartier qui, malgré sa taille modeste aujourd'hui, porte des couches d'histoire vraiment profondes. Absolument. Ça va des toutes premières occupations humaines liées à l'eau il y a 6000 ans, en passant par son rôle de porte du château, le savoir-faire ancestral de la sauce soja. Jusqu'à cette incroyable histoire du pont construit par les habitants, symbole de leur caractère. Comment la géographie, la politique, l'économie, mais aussi et surtout l'esprit d'initiative des gens ordinaires ont façonné un lieu sur des siècles. C'est vraiment passionnant de voir ça à une échelle locale. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour ceux qui nous écoutent. Oui. On pourrait se demander combien d'histoires comme celle de ce pont fantôme existent encore, cachées dans les rues de nos villes. Ces récits qui révèlent le vrai caractère d'un quartier, l'ingéniosité de ses habitants, bien loin parfois des grands récits historiques officiels. C'est une excellente question. Où d'autres pourrait-on trouver ces traces d'initiative locale, ces moments où une communauté prend son destin en main et laisse une marque, parfois invisible au premier coup d'œil, mais qui raconte tellement sur l'identité d'un lieu? Une invitation à regarder nos propres quartiers avec un œil neuf, peut-être. Merci beaucoup pour cet éclairage sur Higashinari. Merci à vous. C'était passionnant de reparcourir cette histoire.